L'amateur arrive sur les marchés avec une seule question qui l'obsède, une question séduisante, et au fond, ruineuse. Combien puis-je gagner? Il chasse le gain, il rêve de fortune, et c'est précisément cet état d'esprit qui le condamne d'avance. Le spéculateur qui a survécu assez longtemps pour comprendre les lois immuables du marché part du principe strictement inverse. Sa première pensée, sa dernière pensée, sa pensée la plus obsessionnelle, n'est jamais tournée vers le gain potentiel, mais vers le risque, toujours présent, toujours menaçant. Sa question, encore et encore, c'est « Combien puis-je me permettre de perdre ?» C'est cette ligne de démarcation, invisible mais absolue, qui sépare celui qui est construit pour durer de celui qui est destiné à disparaître. L'amateur est optimiste par nature. Le professionnel est réaliste, et sa mission la plus sacrée, c'est la préservation implacable de son capital. Parce qu'il connaît une vérité simple, un spéculateur sans capital, c'est un général sans armée. Il n'est plus dans le jeu. Ses opinions, aussi brillantes soient-elles, ne valent plus rien. Comprendre la philosophie de Jesse Livermore, l'un des plus grands spéculateurs de l'histoire, c'est comprendre que chacune de ses règles reposait sur ce socle unique, la préservation du capital avant tout le reste. Ce n'était pas une simple règle chez lui. C'était sa religion. Voici les 12 grandes lois qui formaient le cœur de sa méthode. Loi 1. Préserver le capital avant tout. C'est la loi première, celle dont toutes les autres découlent. Le premier objectif n'est pas de s'enrichir. C'est de survivre. La première vraie victoire n'est pas un gros gain, c'est simplement le fait de pouvoir revenir jouer le lendemain. Un commerçant ne laisserait jamais un voleur vider ses stocks. Pourquoi un trader laisserait-il le marché, par sa propre négligence, lui voler son capital? Celui qui ne fait pas de la préservation du capital sa priorité absolue n'est pas un spéculateur. C'est un joueur, en route vers la ruine. Chaque décision, chaque trade doit passer par ce filtre unique. Est-ce que cette action augmente ou diminue le risque sur mon capital principal? Si le risque est trop grand, si les conditions ne sont pas claires, le professionnel ne fait rien. Il sait que le marché sera toujours là demain, débordant de nouvelles opportunités. Son travail, c'est de s'assurer qu'il sera encore là pour les saisir. Loi 2. Couper les pertes rapidement. C'est l'application pratique immédiate de la première loi. Une perte est comme une infection. La seule réponse saine, c'est de la traiter avant qu'elle ne se propage. Le marché est le seul juge de la vérité. Une perte n'est pas une opinion. C'est un fait, le verdict froid et impersonnel du marché disant que ton jugement initial était faux. Le professionnel n'argumente jamais avec ce verdict. Il l'accepte instantanément. L'amateur, lui, est un expert pour argumenter contre l'évidence. Quand un trade tourne contre lui, il ne voit pas un signal de sortie, il voit une invitation à espérer. Il se raconte que c'est temporaire, que c'est juste une réaction passagère. Une petite perte, prise rapidement, est un événement mineur et sans conséquence. C'est une dépense normale, une petite prime d'assurance payée au marché pour tester une idée. Mais une petite perte qu'on ne coupe pas s'infecte, grossit jour après jour, et devient une perte catastrophique. L'ego humain est le grand ennemi du stop-loss. Vendre à perte, c'est admettre concrètement une erreur, un coup dur pour la fierté. L'amateur préfère risquer une somme importante plutôt qu'une petite égratignure à son ego. Le professionnel a appris, à ses dépens, que son ego est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Loi 3. Ne jamais moyenner à la baisse une position perdante. C'est le péché capital du spéculateur. Ce n'est pas seulement ne pas couper une perte, c'est activement renforcer un échec déjà prouvé. L'amateur, piégé par son ego et son espoir, voit le prix qui baisse non pas comme un avertissement, mais comme une opportunité. Il se dit, c'était une bonne affaire à 50, ça doit être une meilleure affaire à 40. Il en rachète. Il croit être malin. En réalité, il double simplement son erreur de jugement. Le professionnel fonctionne à l'exact opposé. Il ne renforce jamais un échec, il renforce le succès. Il ne moyenne jamais une perte, il pyramide un gain. Moyenner une perte, c'est engager plus de capital sur une position que le marché lui-même vient de te dire être fausse. Le titre n'est pas moins cher à 40, il est plus faible. Il vient de prouver, par son propre mouvement, que la ligne de moindre résistance est vers le bas. La règle est simple et absolue, ne jamais, sous aucun prétexte, racheter un titre qui affiche une perte. Une position perdante ne se renforce jamais. Elle se ferme. Loi 4. Laisser courir les profits. C'est le corollaire positif de la règle défensive de couper les pertes.
Le même démon émotionnel qui pousse l'amateur à garder ses perdants le pousse à vendre ses gagnants trop tôt. Il entre correctement en position, et rapidement, un joli profit apparaît. Immédiatement, la peur s'installe, la peur de voir ce gain sur le papier disparaître. Il se répète la phrase la plus dangereuse et la plus séduisante des marchés. On ne fait jamais faillite en prenant un profit. C'est vrai. Mais c'est aussi la philosophie qui garantit qu'on ne s'enrichira jamais vraiment. Sa carrière devient une succession de petits gains timides, systématiquement effacés par une ou deux grosses pertes qu'il n'a pas eu le courage de couper à temps. Livermore lui-même disait que ce n'était jamais sa réflexion qui lui avait rapporté le plus d'argent. C'était sa capacité à rester assis, à tenir une position gagnante jour après jour, tant que le titre se comportait correctement. Les grands profits ne se font pas dans l'explosion initiale. Ils se font dans le long milieu, souvent silencieux et nerveux, du grand mouvement. Loi 5. Ne jamais surtrader. C'est une règle contre l'envie compulsive du joueur d'être toujours en action. L'amateur a l'impression que rester en dehors du marché, c'est rater quelque chose. Il ne supporte pas le calme d'être en cash. Cette faille psychologique le pousse à trader sur les fluctuations mineures et sans importance du marché. Il ne spécule plus sur les grandes tendances, il parie sur du bruit aléatoire. Le coût est double, financier d'abord, avec des allers-retours permanents qui saignent le compte à petit feu, frais après frais. Mental ensuite, celui qui est toujours en position à l'esprit constamment agité, jamais clair, jugement brouillé par le stress du dernier trade perdant. Livermore savait que la position la plus rentable, souvent, c'est l'absence de position. Il y a de longues périodes où le marché n'a aucune tendance claire. Trader pendant ces périodes de confusion, c'est se comporter en imprudent. Loi 6. Ne risquer qu'une petite fraction de son capital par trade. C'est le socle mathématique final de tout le système. L'amateur, saisi par un accès de conviction, est tenté de miser gros 10%, 20%, parfois 50% de son capital sur une seule idée. Il joue à la roulette russe avec sa propre carrière. Même si son jugement est bon 9 fois sur 10, la seule fois où il aura tort suffira à l'effacer définitivement du jeu. Le professionnel, aussi confiant soit-il, ne risque jamais une part importante de son capital sur une seule idée. Une règle solide, ne jamais risquer plus de 1 à 2% de sa fortune totale sur une seule idée spéculative. C'est la garantie mathématique de la survie. Un spéculateur qui suit cette règle peut avoir tort 10 fois de suite et n'avoir perdu que 10 à 20% de son capital. Il est toujours dans le jeu. Loi 7. Attendre des signaux clairs du marché. Le grand jeu de la spéculation n'est pas un jeu d'action, c'est un jeu de réaction. L'amateur, poussé par son impatience et son avidité, essaie constamment de provoquer quelque chose. Le professionnel sait que c'est une entreprise de saut. Il attend, avec une vigilance calme, que le marché lui-même donne le signal. Un spéculateur n'est pas payé pour deviner l'avenir. Il est payé pour diagnostiquer correctement le fait présent de l'action du marché, et pour agir dessus avec intelligence. Le signal clair, celui qui justifie de risquer son capital, c'est une cassure décisive à un point pivot, un mouvement d'autorité, accompagné d'une augmentation nette et significative du volume. Loi 8. Le cash est une position à part entière. L'amateur croit qu'être dans le marché, c'est être un spéculateur, et qu'être en dehors, c'est un échec. Il ressent un besoin nerveux permanent d'avoir une position ouverte. C'est une erreur psychologique profonde et coûteuse. Le maître spéculateur comprend une vérité invisible aux débutants. La position cash est souvent la position la plus stratégique, la plus puissante de toutes. Être en cash, ce n'est pas être hors du jeu. C'est être en réserve, prêt à entrer en action au moment décisif. L'homme en cash possède un actif inestimable, un esprit clair et objectif, non contaminé par ses espoirs ou ses peurs sur une position en cours. Loi 9. Ne jamais faire confiance aux tuyaux ou aux opinions des autres. Le spéculateur qui veut réussir doit apprendre à penser seul, à former ses propres conclusions, à agir selon son propre jugement. Le monde de la finance est une caisse de résonance permanente de rumeurs, de bons plans, d'informations soi-disant privilégiées. L'amateur, par paresse intellectuelle et désir de raccourci, en est un consommateur insatiable. Il ne se pose jamais la question la plus logique. Si cette information est si précieuse, pourquoi me la donne-t-on à moi? Livermore lui-même a appris cette leçon de la façon la plus brutale, en perdant une fortune dans une opération sur le coton, pour avoir subordonné son propre jugement à celui d'un expert plutôt qu'à sa propre lecture du marché. Depuis ce jour, la règle était absolue, son analyse venait de lui, et de lui seul. Loi dit, la patience est une protection. La patience n'est pas, contrairement à ce que croit l'amateur,
Une qualité passive. C'est une forme active et puissante de défense contre ses propres impulsions émotionnelles et contre les nombreux pièges du marché. C'est la discipline d'attendre, immobile, la seule configuration à haute probabilité, plutôt que de se laisser attirer par le chant des sirènes des fluctuations mineures. La patience protège aussi contre la tentation de courir après un titre qui a déjà fortement monté. Le spéculateur patient sait qu'acheter tard, c'est acheter mal et que le marché est un défilé continu d'opportunités. En rater une n'a aucune importance, une autre arrivera bientôt. Loi 11. Le marché a toujours raison. Un spéculateur forme des opinions. Mais il ne doit jamais oublier cette vérité suprême et humble. Son opinion ne vaut rien tant qu'elle n'est pas confirmée par le marché lui-même. Le marché est la cour suprême. Son verdict est le seul qui compte. Celui qui commence à croire que sa propre opinion compte plus que l'action du marché est un homme au bord d'une ruine spectaculaire. C'est l'essence même du piège de l'ego. Le marché n'a jamais tort. Il est la somme de toutes les forces, de toute la connaissance, de toutes les opinions réunies. C'est l'opinion du spéculateur qui, elle, peut être fausse et l'est très souvent. Loi 12. Contrôler ses émotions. C'est la loi finale, celle qui rend toutes les autres possibles. Le spéculateur qui n'a pas d'abord appris à se contrôler lui-même ne pourra jamais contrôler son compte. La vraie bataille ne se joue pas sur les marchés. Elle se joue dans l'esprit. Le marché est une machine conçue pour exploiter les émotions humaines les plus primitives. Il tente avec l'avidité, il paralyse avec la peur, il séduit avec l'espoir, il enflamme avec l'ego. Chacune des 11 lois précédentes est, en réalité, une défense ciblée contre l'une de ces faiblesses émotionnelles précises. Le stop-loss est une règle contre l'espoir. La patience est une règle contre l'avidité. Suivre la tendance est une règle contre l'ego. Celui qui atteint un état de contrôle émotionnel réel devient, enfin, quasiment invincible face au marché. Ces 12 lois ne sont pas des astuces à appliquer un jour sur deux. Ce sont les fondations d'une carrière entière. Elles n'ont pas vieilli depuis un siècle, et elles ne vieilliront jamais, parce qu'elles ne parlent pas de stratégie de marché.